Dernier livre. Je vais d'abord présenter toutes mes excuses, un peu au nom d'Air France, puisque l'avion a 1h30 de retard. Puis surtout, ça n'arrive jamais. J'avais réservé un mototaxi qui a été très vite, mais qui a été tellement vite qu'en passant les lignes blanches, pas très loin d'ici d'ailleurs, nous avons été arrêtés par la police, ce qui n'a pas amélioré l'arrivée, donc j'ai fini en courant, pour tout vous dire. Absolument navré. Cela arrive quelquefois. Je crois que vous savez à peu près tout. Donc je pense que je vais répondre à vos questions. Oui. Peut-être après avoir dit un mot d'introduction, peut-être sur la raison de ce livre. Ce livre, Le gouvernement du désir, sort très largement d'un cadre qui a été le cadre de nombreuses publications de ma part, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la géopolitique, et puis plus largement dans ce que j'appelle la grande transformation de notre condition humaine en une génération. Je crois qu'en une génération, ce qui s'est passé, à cause de l'allongement de la durée de la vie, à cause des progrès de la médecine, c'est que plus jamais naître, grandir, aimer, souffrir, mourir ne seront ce qu'ils étaient simplement dans les années 1960 ou 1970. Et ça, c'est quelque chose de commun à tout le monde occidental, c'est quelque chose de commun à, pour aller très vite, 1 milliard d'hommes et de femmes, et c'est probablement un désir qui balaie le monde. Vivre une vie longue, sans jamais souffrir, en pouvant satisfaire tous ses désirs, et en disposant autour de soi d'un monde d'objets à consommer, de produits à consommer, de relations à consommer, presque sans limite. Et pour terminer sur cette brève introduction, 3 éléments ont attiré mon attention, et 3 éléments ont fait que je me suis dit, ça ne se passe pas tout à fait comme il est dit que ça devrait se passer. Le premier point, c'est une étude qui, je crois, a lieu tous les 3 ans au Japon. Le Japon est un pays inquiet de sa démographie. Le pays est inquiet de sa dépopulation et de son vieillissement. Et le Japon a sorti ces chiffres extrêmement impressionnants. J'en donne un simplement. Plus d'un tiers des jeunes, 20 à 35 ans, n'ont pas eu d'expérience sexuelle et n'ont strictement aucun intérêt d'en avoir une un jour. C'est sorti du champ de leur possible ou c'est sorti du champ de leur intérêt. Certaines et certains savent peut-être que nous commençons à avoir un peu partout en Europe des phénomènes analogues. Des jeunes, j'avais l'exemple récemment d'une jeune fille mariée à un trader qui est restée mariée avec lui 3 ans et qui le quitte parce que manifestement il préfère de tous autres divertissements, mais elle ne l'intéresse pas. Le deuxième point d'origine de ce livre, c'est une réflexion de Pat Buchanan. Pat Buchanan est un des plus grands prêcheurs conservateurs américains et il a dit, voici quelques années, est-ce que M. Poutine et est-ce que la Russie n'est pas en train de devenir la capitale du conservatisme chrétien mondial ? Alors Pat Buchanan est en relation avec une organisation américaine puissante qui s'appelle The World Congress of Families. World Congress of Families entretient des relations très étroites avec la Russie, entretenait d'ailleurs, je crois, des relations très étroites avec M. Yakounine. Et cette organisation américaine considère quelque part que Moscou est redevenu la nouvelle Rome de la famille traditionnelle et de la chrétienté, si je puis résumer le monde occidental à la chrétienté d'Occident. C'est très impressionnant que des organisations américaines puissantes pensent cela. Puis le dernier point, c'est que j'ai eu l'occasion et la chance de beaucoup travailler avec la haute fonction publique et le gouvernement chinois, et que dans le scénario qui conduirait à avoir un rêve chinois, les instituts Confucius, etc., j'ai trouvé des interlocuteurs chinois et quelquefois aussi des interlocuteurs en Inde, très conscients du fait que s'il y a une offre occidentale fondée sur la satisfaction de tous les désirs, fondée sur le fait de faire exploser toutes les limites au désir, il y a une offre peut-être chinoise, très inspirée de Confucius, qui fait passer l'ordre et l'harmonie de la communauté avant le bien-être individuel. Et puis il y a aussi une offre russe que j'ai retrouvée dans les propos ou dans les écrits que je vous invite à regarder attentivement du gourou de Donald Trump, Steve Bannon. Steve Bannon a publié et a écrit « Finalement, il y a eu des anomalies dans l'histoire au cours du terrible XXe siècle, mais finalement,
tous ceux qui ont en commun Jérusalem, Athènes, Rome et Byzance, j'ajoute et Byzance, eh bien en fait ils ont une civilisation en commun. Et si quelque part on va vers un affrontement des civilisations, tous ceux qui ont, je le répète, Jérusalem, Athènes, Rome et Byzance en commun, eh bien ils doivent mener le même combat, ils sont du même côté du monde. C'est quelque chose qui ne me paraît pas indifférent par rapport à la politique actuelle de Donald Trump. Alors c'est un peu ça l'origine du gouvernement du désir. Interroger ce qu'il y a derrière les libérations, interroger derrière ce qu'il y a un idéal de consommation individuelle sans limite, les déceptions que ça engendre, les abîmes que ça ouvre, et peut-être, mais nous allons en parler, la demande, le nouveau désir qui n'est pas individuel, qui est un désir politique et qui, je crois, est en train de monter partout en Occident. Merci. Ma première question concernera le regard que vous posez sur le capitalisme, ou plutôt une certaine forme de capitalisme. Vous expliquez dans votre livre que le capitalisme a changé de nature au début des années 2000. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là et les conséquences concrètes de ce changement ? Le capitalisme a changé de nature, me semble-t-il, quelque part dans les années 90 ou 2000. Ça a été l'illusion de la fin de l'histoire, Francis Fukuyama. Ça a été le fait que nous arrivons au bout de toutes les libérations. Et cette rupture du capitalisme, elle s'est déroulée pour moi sous l'égide de deux mots. Nos limites. Il n'y a pas de limite à l'existence humaine. Si vous êtes jeune, en pleine santé, en pleine forme, beau et séduisant, tout vous est possible. Et la deuxième affirmation de rupture du capitalisme, c'est « The world is ours », le monde est à nous. Vous pouvez aller partout dans le monde est une vaste plaine ouverte, une grande famille ouverte à tous, et rien n'est impossible dans ce monde. Ce sont deux affirmations qui auraient semblé complètement incroyables au capitalisme, si je puis dire, vertueux, épargnant, très structuré d'auparavant. Ces deux affirmations qui auraient semblé extrêmement violentes aux sociétés capitalistes traditionnelles fondées sur le travail, la famille, la citoyenneté. Ce sont deux affirmations qui apparaissent totalement insolentes par rapport à la crise écologique et à la destruction des écosystèmes que nous vivons, totalement insolentes par rapport à un monde où les frontières sont en train de se reconstituer à toute allure, et totalement insolentes par rapport à un monde dans lequel nous commençons à percevoir que nos libérations conduisent à des abîmes, que l'individualisme absolu détruit les sociétés qui y sont confrontées, et que le fait de permettre à chaque individu de faire valoir indéfiniment ses droits sur la société qui seule peut les honorer, ça détruit cette société et ça produit un malheur dont nous avons des témoignages dans la déstructuration de nos sociétés actuelles. Alors, donc, un des points importants de ce livre, ça a été d'interroger cette rupture dans le capitalisme. Il m'a paru que le point déterminant, c'est qu'à un moment donné, le capitalisme, c'est plus le travail, c'est plus l'accumulation du capital, c'est l'accumulation du désir. La chose qui fait que vous faites tourner le système ici, dans cette salle ce soir, c'est l'accumulation du désir illimité. Et vous voyez que tout s'organise, la publicité, les médias, les slogans du type « le monde est à vous », etc., tout s'organise pour vous dire « vous avez des désirs sans limite, ces désirs, vous devez les satisfaire », et c'est finalement le dernier mécanisme qui essaye de ranimer les moteurs de la croissance, qu'il faut bien le dire, ont singulièrement dératé. Tenir le capitalisme par le désir, ça aboutit quelque part à un gouvernement qui se renverse. Le gouvernement ne vient plus d'en haut par l'autorité, la hiérarchie et les institutions. Le gouvernement vient d'en bas par les infrastructures qui organisent le déploiement du désir. C'est extrêmement clair sur la politique de la mairie de Paris. Anne Hidalgo, Paris-Plage, c'est Paris vous offre tous les moyens, l'été venu, de satisfaire tous vos désirs. Et d'ailleurs, on est là pour ça. Et les messages de la mairie de Paris sont extrêmement clairs. Paris, capitale du plaisir, Paris, capitale de la fête, etc. Vous voyez ce que ça signifie ? C'est un renversement politique que je crois très important. On ne gouverne plus d'en haut par l'ordre, la hiérarchie, l'autorité. On gouverne par en dessous. Mais ça, cette conséquence redoutable, c'est que l'État s'insinue partout. L'État s'insinue dans les cuisines, l'État s'insinue dans les lits, l'État s'insinue dans les restaurants, l'État s'insinue dans vos têtes, etc., etc. L'État entre partout parce que la seule ressource du capitalisme qui s'épuise,
c'est de stimuler, c'est de réveiller, c'est de proclamer sans cesse les désirs illimités, au moment même où la machine du désir individuel est en train d'entrer en panne. Est-ce que vous prenez des questions pendant le... Comme vous préférez. Comme vous préférez, je me sens tellement fautif que j'accepte tout. On ne le fait pas d'habitude, mais... On pourrait dire un mot de la Russie par rapport à cela, quand même. Bien sûr. On pourrait dire un mot de la Russie, puisque ce que j'ai dépeint, et la désolé de faire un peu plus de politique, ou de philosophie, ou presque, si je suis prétentieux, de philosophie politique, ce que j'ai essayé de dépeindre, c'est le monde de la société de l'individu, c'est l'aboutissement du monde de l'autonomie. Je n'accepte plus aucun commandement d'en haut. La tradition, l'histoire, les structures ne peuvent plus me commander. Je suis juste un individu de droit. Je suis un individu qui ne se définit ni par son origine, ni par son histoire, ni par son âge, ni même par le retard que j'avais ce soir. Je suis juste un individu de droit. Ça n'est pas la situation, pour ce que je peux en savoir, ça n'est pas la situation de l'homme russe, je n'ose plus dire l'homme rouge. Le grand écart en termes d'offres civilisationnelles, me semble-t-il, c'est que la Russie se réclame ô combien et d'une histoire, et d'une tradition, et, je dirais, d'un arc civilisationnel. Et elle se réclame en tant que telle. L'individu de droit donne naissance à une agglomération sans histoire et qui rêve de faire l'économie du politique parce que c'est le droit qui s'empare de toutes ces relations. Le propre de nos sociétés, de l'individu absolu, c'est qu'on met du droit partout parce qu'il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus d'histoire partagée, il n'y a plus de tradition. Et dans ces cas-là, c'est le droit qui essaye d'organiser les relations dans tous les domaines. Ça fait probablement la fortune des juristes ou des avocats, des magistrats aussi. Ça fait que le droit essaye d'organiser tout et il est absolument incapable de le faire. Quand on s'interroge sur le malheur français ou sur le malheur européen, je crois que l'intrusion du droit dans tous les domaines de la vie, on le voit aujourd'hui avec la politique, essayer de régler les problèmes politiques par le droit, ça ne marche jamais. Et ça aboutit probablement aux pires injustices et ça aboutit probablement aux pires problèmes politiques. Je crois que c'est à peu près l'inverse de ce à quoi nous pouvons assister, en tout cas c'est l'inverse de l'offre de civilisation russe, qui se réclame d'une histoire, qui se réclame d'une unité de civilisation qui lui permet par exemple d'intégrer une population musulmane très nombreuse, avec le signe des cérémonies dans les cathédrales orthodoxes où on trouve à la fois les représentants des communautés juives et les représentants des communautés musulmanes, ce qui est très impressionnant pour un Français ou ce qui est très impressionnant pour beaucoup d'Occidentaux. Donc on a une offre de civilisation qui est fondée, qui revendique une histoire, qui revendique une continuité historique et qui quelque part, et ça me paraît très important, revendique une singularité. L'offre russe de civilisation, ça n'est pas une offre qui s'adresse au monde entier. L'offre occidentale de l'individu absolu, c'est une offre qui se présente ou qui prétend atteindre le monde entier. Je pense que c'est une très grande différence parce que nous allons assister, et nous sommes en train d'assister à ce que j'appelle une insurrection de la différence. Partout dans le monde, les peuples n'ont pas envie d'être n'importe qui, n'importe quoi, et partout dans le monde, les individus conscients de leur histoire, de leur appartenance, n'ont pas envie d'être seulement définis par des droits. Ils ont envie de se définir aussi par leur territoire, ils ont envie de se définir par leurs origines, ils ont envie de se définir par une langue, par une tradition, par des cultures. Et quelque part, que ce soit l'offre chinoise, que ce soit l'offre russe, ce sont des offres différenciées et singulières. J'ai essayé de répondre à votre question, mais je crois que ce sont des points importants à partager. Oui, alors justement, vous parlez de droit. Lors de votre visite au dialogue, il y a 1 an et demi à peu près maintenant, vous aviez abordé un sujet d'une actualité brûlante à l'époque, qui est celui des amendes infligées à des sociétés non américaines par le département de la justice américain. Vous nous aviez expliqué que l'on assistait à une colonisation par le droit. Alors, ma question aujourd'hui, c'est à un moment où un nouveau président donne des signes de vouloir limiter peu ou prou les interventions américaines à l'étranger, pensez-vous que nous devions attendre des changements significatifs dans ce domaine ?
Or, ce serait extrêmement imprudent de faire des prévisions sur ce qui va se passer dans la politique américaine à venir. Mais enfin, au cours de sa campagne électorale, Donald Trump, à plusieurs reprises, a indiqué que les sanctions extraterritoriales et les sanctions pour fait de corruption d'agents étrangers étaient contre-productives et nuisaient à l'intérêt national américain. Donc il a publié assez clairement son intention de ne pas poursuivre le chemin qui consiste à multiplier les enquêtes et infliger des amendes de plus en plus élevées, à la fois à des sociétés américaines, nous ne l'oublions pas, et à des sociétés étrangères pour fait de corruption. Il y a un signe qui est extrêmement intéressant à cet égard, c'est qu'une des premières décisions de l'administration Trump a été d'annuler un règlement, une loi décidée sous l'administration Obama, qui obligeait les compagnies pétrolières à révéler dans le détail tous les cadeaux faits ou tous les avantages donnés à des gouvernements étrangers. C'est une décision importante parce qu'elle va bien dans ce sens. Il faut accepter que la vie des affaires comporte une certaine dose de secret, et il faut accepter que dans un certain nombre de pays compliqués ou sur des continents compliqués, on ne vit pas nécessairement selon les règles qui fonctionnent aux États-Unis, qui fonctionnent en France ou qui fonctionnent en Grande-Bretagne. L'administration Trump a commencé à avancer dans cette voie. C'est pourquoi je serai prudent là-dessus. Il y a un point donc, positif, ça va aussi dans le sens de la levée des sanctions, et un point qui peut être plus négatif, c'est que l'outil de l'extraterritorialité, c'est un outil merveilleux pour mettre des chaînes et des boulets aux pieds des compagnies étrangères qu'on veut affaiblir. Et l'affirmation très unilatérale et très forte de Donald Trump, je vais poursuivre l'intérêt national américain par tous les moyens, America First, etc., il peut très bien avoir envie d'utiliser toutes les armes à sa disposition, y compris ces dispositions extraterritoriales du droit américain, qui sont quand même une arme stratégique remarquable. Juste pour prendre un exemple, il se trouve que j'étais dans un milieu bancaire aujourd'hui et malheureusement loin de Paris, j'étais quand même frappé du nombre de banques, et il y a très peu de choses là-dessus. Il y a d'ailleurs une grande banque qui n'est pas très éloignée en face, qui sont en train de fermer leurs bureaux dans plus de 20 pays dans le monde, tout simplement parce qu'ils considèrent que ce sont des pays dans lesquels on ne peut pas travailler en étant dans le faisceau du projecteur des lois américaines. Il se trouve que je rentre de certains pays africains compliqués, c'est clair que les banques européennes, et il y a des banques françaises que je connais, que je ne citerai pas, mais qui sont en train de fermer le peu d'activités qu'elles avaient en Angola, le peu d'activités qu'elles avaient, c'était des bureaux de représentation, parce que c'est sous sanction, à Khartoum, au Soudan. Il n'est même plus question d'y mettre les pieds. Une entreprise fait passer une ligne dans laquelle il est mentionné Khartoum, il est mentionné Lusaka, il est mentionné ces noms un peu bizarres du reste du monde, et pourquoi pas, je pense à la capitale de l'Ouganda. Vous voyez tout de suite le banquier qui a des frissons, et le banquier dit « je vais devoir déclarer à Tracfin, je vais devoir déclarer, etc. Je préfère ne pas faire d'opération ». Et donc je ne sais pas où l'on va aller, mais on ne se rend pas suffisamment compte que nous sommes sur une fermeture du monde. Nous sommes sur une fermeture du monde parce que les entreprises françaises qui veulent travailler avec certains des pays que j'ai cités, et probablement aussi avec la Russie comme avec l'Iran, celles qui savent trouvent des banques, c'est pas donné aux PME, et c'est pas donné aux entreprises qui ne sont pas suffisamment conseillées. Et donc on a là bien une séparation du monde. Je ne sais pas quel va être le projet de l'administration Trump là-dessus, mais je ne suis pas sûr, dans l'Europe telle qu'elle est, et avec la maladie du droit qui s'insinue partout, il est clair que nous sommes en train de nous couper de parties croissantes du reste du monde pour le plus grand bonheur de nos amis chinois, indiens, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, vous parlez du droit qui s'insinue partout, mais qui repose aussi sur le fait de ce que vous appelez, je pense, dans votre livre, l'illusion d'un droit universel. On est toujours dans la foulée gouvernement du désir, le monde entier va tenir, gouverné par le désir, c'est-à-dire chacune et chacun vit dans un monde de consommation illimitée, et chacune et chacun se définit par ce qu'il ou ce qu'elle consomme, et par la manière dont il ou elle satisfait tous ses désirs. C'est quelque part le projet occidental pour le monde. C'est le projet je le répète, mais de l'individualisme absolu. C'est un projet qui naturellement doit détruire les nations, doit détruire les structures familiales et les structures religieuses, parce que le propre des structures nationales, religieuses ou familiales, c'est d'instaurer des limites. Et vous ne faites vivre le désir sans limite
qu'en détruisant tout ce qui vient limiter le désir individuel. Ce pourquoi la société du droit et la société de l'individu est totalement et profondément antagoniste à toute structure sociale. C'est le capitalisme du chaos, mais c'est l'étonnante conjonction tellement spectaculaire en France, en Europe ou ailleurs, c'est l'étonnante convection du libertarisme des mœurs et de l'hyperlibéralisme financier. Il n'y a pas contradiction. Le banquier d'affaires adore l'idée de détruire les frontières, de détruire les nations, adore l'idée que la famille n'existe plus, et il adore l'idée qu'on remise les foi religieuses au grenier des accessoires. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il n'y a plus ces structures et ces institutions qui posaient des limites au désir, et qui disaient non, le monde ne nous appartient pas. Oui, il y a des choses dans le monde qui ne s'achètent pas. Il y a des choses dans le monde qui ne sont pas à vendre. Ça, c'est une sacrée limite. Et bien, ça vient simplement limiter l'extension indéfinie de la sphère financière et de la sphère marchande. Or, l'idéal de l'individualisme absolu, c'est qu'il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas de bien naturel, il n'y a pas quoi que vous vouliez qui ne s'achète pas et ne se paie pas son prix sur un marché. Et ça, c'est la ressource du capitalisme, peut-être au bout d'autres ressources, c'est de marchandiser la totalité. D'où une situation conflictuelle. Le gouvernement du désir et ce modèle occidental, y trouvent des limites. Ils trouvent des limites dans les nations indépendantes, et ça, c'est un casus belli avec la Russie, parce que la Russie, dans le monde, est un des pays qui a construit le plus fortement son indépendance et sa souveraineté. Les sanctions l'ont d'ailleurs aidé. La Russie est, je crois, à peu près totalement autonome sur le plan agroalimentaire. La Russie a un faible endettement public qui nous ferait rêver le tiers de son PIB et surtout presque plus de dettes détenues à l'extérieur du pays. Et pour le dire ainsi, la Russie a une capacité à vivre en autarcie, hors des lois et hors des systèmes tenus par d'autres, qui est assez considérable dans le monde, qui est d'autant plus considérable que dans le cadre des accords de Shanghai et dans le corps de tout ce qui se passe avec la Chine et avec d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, il y a une partie du monde qui s'autonomise complètement, notamment par rapport au système de paiement, au système financier de la zone dollar. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique pour le système de l'individu absolu, parce qu'il ne peut survivre que par la force d'un mouvement qu'il pousse toujours plus loin. S'il rencontre des frontières sur son passage, s'il y a des alternatives, s'il y a des points de comparaison, le système se grippe et il est en grand danger. Et c'est là où je reviens à Pat Buchanan et où je reviens à ces institutions ou à ces églises chrétiennes américaines qui ont pesé si lourd dans l'élection de Donald Trump. Il est très intéressant que ces églises, confrontées à la prise de pouvoir par les minorités sous le régime Obama, disent finalement la nouvelle Rome c'est peut-être Moscou, parce qu'un monde dans lequel il y a des institutions qui se tiennent, un monde dans lequel la foi religieuse joue tout son rôle, et un monde dans lequel il y a des sociétés en tant que telles, qui ne sont pas simplement une agglomération d'individus, mais qui sont des sociétés définies par une histoire, une identité, des frontières, c'est quand même très intéressant que ce soit une offre de civilisation, totalement opposée au gouvernement par le désir individuel, mais qui rallie des millions de gens aux États-Unis, probablement un certain nombre de gens en France ou en Europe, et qui fasse sens pour tous ceux qui pensent que la nouvelle étape, ça va être de nous libérer de nos libérations. J'aimerais juste vous pousser un tout petit peu plus loin dans cette direction, parce que je dois dire, quand j'ai lu votre livre, pendant plusieurs chapitres, j'ai trouvé que le livre était un peu pessimiste. Et puis le ciel s'éclaircit vers la fin. Et en réalité, on réalise que ça n'est pas un livre pessimiste, pas du tout. Au contraire, vous pensez vous décrivez que le gouvernement du désir est en train de s'inverser. Est-ce qu'on pourrait conclure sur ce thème ? Avant les questions, bien entendu. Il y a 3 affirmations dans ce livre. La première affirmation, est-ce qu'elle est optimiste ou pessimiste ? Je laisserai chacune et chacun en décider. C'est qu'en Europe, pas seulement en Europe, nous vivons la fin de l'amour-passion tel qu'il a été une des caractéristiques du monde occidental depuis 1000 ans. Depuis Héloïse Abélard, Tristan, Iseut et combien d'autres, l'Occident, 1000 ans, ça a été porté par la passion amoureuse et par la folie amoureuse.
et par la folie amoureuse à laquelle on pardonnait tout, y compris dans des milieux très conservateurs. Je cite une anecdote, mais elle est vraie, j'ai la chance de connaître ces gens. Une femme d'une des plus éminentes familles de Prusse, mariée, 3 ou 4 enfants, a le coup de foudre au cours d'un dîner pour un dramaturge allemand. Elle part avec lui à la suite du dîner, elle n'a jamais revu sa famille, ses enfants. Elle a suscité à ce moment-là plutôt un sentiment de respect et d'admiration, quelqu'un qui a vécu jusqu'au bout sa passion. Faites le test autour de vous, vous racontez cette histoire. Moi j'ai fait le test autour de mes jeunes collaborateurs et collaboratrices. Toutes les réactions étaient les mêmes, mais c'est juste affreux, elle n'a pas de cœur, c'est ignoble, jamais je ne ferai ça, etc. Et je fais sourire certains, je peux vous assurer que l'écart sur 20 ou 30 ans, il est impressionnant. Il y a 20 ou 30 ans, y compris des gens, une famille totalement structurée, nous on ne ferait jamais ça, mais enfin, c'est fou, mais c'est fou. Oui, chapeau, enfin, c'est extraordinaire d'avoir vécu ça. Et quand même, ils sont partis après ce dîner, moi je les ai rencontrés 30 ans après, ils s'aiment encore comme au premier jour. Ça a été la passion qui traverse toute une vie, et qui porte toute une vie, sans un jour de regret. Les gens du même âge, d'admiration, c'est incroyable ce qu'ils ont vécu ces deux-là. Les jeunes, c'est juste une histoire affreuse, jamais, tout ça doit être contractuel, c'est mesuré, on ne peut pas faire ce genre de choses. L'amour rentre dans le contrat. Alors je vais dire des choses c'est un peu dans le livre, ça, il y a des choses très polémiques. La contractualisation, l'égalité homme-femme et tout, c'est compliqué par rapport à l'amour-passion. Parce que l'amour-passion, c'est aussi accepter d'être victime, accepter d'être dominé, etc. Je crois qu'on en est sorti, on n'accepte plus cela. Ça, c'est la première affirmation du livre, à vous de la trouver optimiste ou pessimiste. Mais l'histoire de l'amour-passion, je crois qu'il est en train de s'arrêter en Occident. Pour combien de temps, je ne le sais pas. La seconde affirmation, alors elle ouvre un peu sur la voie de l'optimisme. C'est que le gouvernement du désir, ça essaye de répondre à la panne séculaire de croissance que nous sommes en train de vivre, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, la croissance ne repart pas, on n'arrive pas à la faire repartir. Et malgré le déferlement d'argent facile, malgré le déferlement de la publicité, malgré toutes les incitations à consommer, et toutes les libérations qui s'ajoutent aux libérations, ça ne marche plus. Ce moteur-là s'arrête, et ce qui me paraît plus important, c'est que la croyance dans ce moteur s'arrête aussi. Dans nos sociétés, de moins en moins nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui croient que la croissance va répondre à tous les problèmes. Vous le voyez d'ailleurs, même dans la campagne présidentielle française, même Emmanuel Macron n'ose pas dire « moi je vais vous faire du 5% de croissance et ça va résoudre tous les problèmes ». Plus personne ne croit que ça va se passer comme ça. On sent bien qu'on est confronté à crise des écosystèmes, problème des migrations de population, problème de la déstructuration et de l'isolement qui est en train de grandir dans nos sociétés. L'isolement, ce n'est pas 3% de croissance qui va répondre à la question. Il y a des gens en Porsche qui il y a des gens qui roulent en Porsche et qui rentrent se coucher tout seuls 365 jours dans l'année, et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne se sentent pas seuls, mais il se trouve qu'ils sont en absolue solitude. Et ça, c'est la seconde affirmation du livre. Le gouvernement du désir, ça continue encore, c'est l'espoir d'un modèle qui est à bout de souffle, mais ça s'arrête. La troisième affirmation, et c'est probablement celle-là qui est pleine d'espoir ou d'espérance, mais c'est aussi une espérance politique, c'est que ce à quoi l'individu absolu, le gouvernement du désir ne répond pas, c'est un des besoins les plus vitaux de l'homme, c'est le besoin de pouvoir dire nous. C'est le besoin de pouvoir dire nous en toute confiance, en toute sérénité, et c'est le besoin de pouvoir dire nous dans une communauté définie. Une communauté définie par une origine ou une histoire, une civilisation ou une culture, et puis des frontières et une identité. Et ce désir du nous, je crois qu'il est en train de commencer à balayer les désirs individuels. Le désir du nous, c'est d'abord un désir de sécurité, un désir de survie. Et la crise écologique, comme la crise des migrations, sont en train de provoquer une explosion de la demande de confiance et de la demande du nous. Dire nous, les yeux dans les yeux, parce qu'on sait qui on est, on se reconnaît mutuellement, et on sait qu'on a des choses en commun que l'on partage, et on peut construire des projets là-dessus. Je crois que la demande du nous est en train de tout balayer en Occident. L'élément positif derrière cette demande de nous, c'est qu'elle nous conduit à en finir avec la dictature du droit, et nous conduit naturellement à réinventer ce qui devrait être le triangle de la modernité. La modernité, c'est de l'histoire, du politique et du droit. Mais ce n'est pas du droit qui absorbe tout. Et donc cette revanche du nous, elle me conduit à me penser non pas comme individu, mais me conduit à me penser comme citoyen
membre d'une nation avec une histoire dans des frontières, avec une identité. Elle me conduit à me penser comme quelqu'un qui va transmettre, si possible, plus fort, plus riche et plus affirmé, tout ce dont j'ai hérité dans cette société, cette civilisation qui est la mienne. Et puis elle me conduit à me penser, non plus du tout comme un individu de droit, desséché, isolé, seul, mais comme le citoyen membre d'un corps vivant, avec toute l'épaisseur historique, toute l'épaisseur écologique des systèmes vivants, toute l'épaisseur charnelle et passionnelle que comporte un enracinement dans l'histoire et dans une identité définie. Et ça, je crois que c'est en train de se passer sous nos yeux, je crois que c'est en train de traverser, de travailler très profondément l'Europe, comme ça a travaillé et traversé les États-Unis, et ça, naturellement, c'est extrêmement porteur d'espoir pour les années à venir. Quelque part, nous sommes en plein cœur d'une crise de l'Occident. Je pense que nous commençons à voir les lumières ou les lueurs de ce qui va faire qu'au bout de la crise, le soleil brille. Merci. Je voudrais, si vous me permettez, et après je vous poserai une question. Je viens de rentrer de Russie, j'ai raconté que j'ai assisté à des conférences autour, bien sûr, du 100e anniversaire de la Révolution. Et, d'abord, ça fait depuis que je suis petit que les... Je ne sais pas si vous avez un micro, ça fait du bruit. Sans Sans micro, c'est mieux, ça c'est bien. Que les Russes ne pensent qu'une chose, ne rêvent qu'une chose, c'est qu'elle soit reconnue comme la troisième Rome. Oui. La troisième Rome, parce qu'en 1054, il y a eu la rupture entre Rome et la deuxième Rome qui était Constantinople, Byzance. Et les Russes ont toujours dit, mais la troisième Rome, c'est nous. Et ça date de 1600 et quelques, hein. C'est pas nouveau comme idée. Hein. Et avec le message, les Russes ont été très déçus que les différents appels que la Russie faisait à l'Occident, c'est-à-dire à l'Europe, en disant on a des racines communes, nos racines sont judéo-chrétiennes, et pourquoi on ne vous écoute pas, c'est une grande déception chez les Russes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer justement qu'avec cette approche, la nouvelle approche américaine, l'autre jour, c'est les Russes qui ont envoyé un mail en montrant Melania Trump en train de chanter le Notre Père dans une réunion politique. Donc voilà, c'est un signal. Ils l'ont repéré tout de suite. Et je dirais, voilà, dimanche, j'assistais à une homélie du patriarche qui a dit que les Russes doivent laver leurs propres péchés et laver les péchés de leurs parents, c'est-à-dire ceux qui ont fait la révolution, par une conduite respectueuse des valeurs de la patrie, de la religion, des traditions, de la culture, etc. Il dit, c'est ça qui nous sauvera. Donc c'est tout à fait, ça rejoint ce que vous étiez en train d'expliquer. Le patriarche le disait, donc il a beaucoup étonné les gens parce qu'il appelait la population à laver les péchés de leurs propres parents. Donc ça c'est donc voilà l'approche actuellement des Russes qui rejoint votre analyse. Par contre, ma question, c'est qu'il y a peut-être un incident de parcours. Comment on place tous les problèmes liés à l'islam, la montée de l'islam, qui est au fond une réponse analogue, mais dans la civilisation islamique, et malheureusement la manipulation qui se fait autour de tout ça, par exemple, je ne citerai que Soros. Je vais revenir d'un mot, si vous me le permettez, sur ce que vous venez d'indiquer. Je crois qu'il y a un point très important dans ce que j'ai dit au début, c'est le fait qu'une partie de la classe politique et de tout ce qui est lié au mouvement du Tea Party et au fondamentalisme chrétien américain reconnaissent l'offre de civilisation russe et quelque part se pose la question, est-ce que Moscou n'est pas de fait cette nouvelle Rome ? Pourquoi je dis que c'est très important ? Parce que je crois que la Russie partage ce qui a animé beaucoup de réflexions et ce qui est en train de monter dans l'agenda international aujourd'hui, partage beaucoup de réflexions avec Israël là-dessus.
Israël et la Russie, quelque part, ont été deux pays qu'on admettait dans la communauté que s'ils acceptaient de disparaître eux-mêmes. Vous savez qu'Israël est en train de porter ça très haut en ce moment, soutenu d'ailleurs par l'administration Trump, disant finalement, on nous aimerait bien si on acceptait de disparaître en tant qu'État-nation des Juifs. Et beaucoup d'intellectuels russes ou de politiques russes ont dit la même chose. Finalement, vous nous aimeriez bien la Russie si on acceptait de disparaître en tant que Russie. Finalement, si on avait continué sur ce qui s'est passé après 91, on acceptait de dissoudre totalement notre identité, de ne plus avoir aucune singularité, à ce moment-là, vous aimeriez bien la Russie. Un petit peu la même chose que ce qui a été ou ce que certaines résolutions semblent exiger d'Israël. Et là, il y a quelque chose de très important, c'est que dans ce qui est en train de se passer avec la nouvelle administration Trump, peut-être aussi dans d'autres régions du monde, que les Russes soient russes et qu'Israël soit l'État-nation juif est admis en tant que tel. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est extrêmement important pour les 10 ou 20 années à venir. On ne leur demande plus de renoncer à leur singularité et de se banaliser ou de s'uniformiser pour entrer dans la communauté internationale. Alors ça me conduit au second point. J'ai une vision très distanciée de l'islam. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup eu l'occasion de voyager dans des pays où l'islam était important, minoritaire, voire majoritaire, et où l'islam, et je me souviens de cette phrase d'un lord anglais ayant passé toute son enfance dans le Raj, âgé, disant « Mais quand j'étais enfant, l'appel du muezzin, les hommes faisant la prière, c'était le signe même de la paix sur terre. » Comment se fait-il que ce qui était le signe même de la paix sur terre et d'un équilibre harmonieux avec le monde, comment se fait-il que ce soit devenu un signe de guerre, un signe de terreur, etc. Ma réponse est assez simple. C'est très peu dans le gouvernement du désir, mais c'est dans un livre ambitieux qui s'appelait La Grande Séparation. Je crois que le drame, c'est d'avoir voulu tout confondre et tout uniformiser. Les frontières, c'était merveilleux parce que les frontières, ça me permettait de vivre selon mes mœurs, ma tradition, dans mon histoire, et de dire que vous qui vivez de l'autre côté de la frontière, nous avons les échanges que nous choisissons d'avoir. Je ne vais pas me mêler de votre mode de vie, de vos traditions, de vos prières et de vos mœurs, mais vous ne venez pas vous mêler de mon mode de vie, de mes traditions et de mes mœurs. Et on a oublié, alors il y a un très beau livre de Régis Debray, Les Jeux de la frontière était pacifique, en ce sens que la frontière disait « je ne vais pas me mêler de l'Iran, moi je ne vais pas me mêler du fait que l'Iran exige le port du voile pour toutes les femmes qui s'y rendent. Mais je demande à l'Iran, à l'Arabie Saoudite et à d'autres de ne pas se mêler non plus de l'habillement des femmes en France et de ne pas exiger leur conformité. » Qu'est-ce qui vient bouleverser ça ? Et je ne vais pas être beaucoup plus long. Je crois que deux choses viennent bouleverser ça. C'est la non-reconnaissance de l'altérité. Il y a une phrase remarquable de René Girard qui dit « À force de célébrer toutes les diversités, nous n'en reconnaissons plus véritablement aucune. » Parce que la vraie diversité, elle n'est jamais individuelle. Je vais encore citer Peter Sloterdijk qui dit « La diversité du consommateur, c'est la diversité du cochon devant son auge. » La vraie diversité, c'est la diversité entre des sociétés, parce que les vraies diversités ne sont que collectives. Et ces diversités collectives, elles sont protégées par les frontières et sont le fait d'une identité transmise de génération en génération. C'est ça que la mondialisation uniformisante par le droit de l'individu absolu a voulu dissoudre. Et le deuxième élément tout aussi important de cette reconnaissance de l'altérité, c'est évidemment le problème des migrations de population. Le problème des migrations de population sur lequel la hard law pouvait être, vous prenez les mœurs, les modes de vie et les traditions du territoire dans lequel vous venez habiter et faire votre vie. Si vous ne voulez pas accepter les traditions, les mœurs et les modes de vie de ce territoire, vous n'y venez pas. Bon, on commence à toucher des sujets un petit peu chauds, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que des questions ? Quelqu'un veut commenter, poser une question ? Oui, j'aimerais bien poser une question, je vais peut-être dire des bourdes, mais je pense que vous allez pouvoir les rectifier. Vous arrivez à une conclusion en ce qui concerne Moscou qui fait la seconde drogue. Il se trouve que j'ai écouté hier dans ma voiture en roulant, dans les embouteillages, ça permet d'entendre beaucoup, et il y avait plusieurs journalistes qui ont disséqué le dernier bouquin qui s'appelle La Décadence, qui a été écrit par Michel Onfray. Oui. Et quand il fait son parallèle avec les différentes civilisations, il arrive à la même conclusion que vous. Oui. Enfin, D'abord, j'ai lu La Décadence de Michel Onfray. Oui. Donc, et vraiment, si vous voulez, on a l'impression qu'il a lu votre bouquin.
Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui pensent, je suis un peu ambitieux en disant ça, mais ceux qui pensent et ceux qui produisent du nouveau en Europe, je donnerai 3 ou 4 noms. Vous avez Peter Sloterdijk, qui est peut-être le plus grand ou l'un des plus grands philosophes européens vivants. Son dernier livre, c'est « Arrêtons de valoriser ce qui change, arrêtons de dire que le monde est à nous, ça prouve simplement qu'on peut le détruire. Ce qui compte, c'est ce qui dure. Et la vraie révolution, ça sera de savoir ce qu'il faut conserver et de le conserver à tout prix. » J'en suis absolument convaincu. La phrase la plus révolutionnaire du moment, c'est « Ce qui doit être conservé sera conservé ». C'est là qu'est la vraie révolution actuelle. Second grand penseur actuel, c'est Marcel Gauchet. Le dernier énorme tome de son histoire de l'avènement de la démocratie est à peu près entièrement consacré à ce que nous venons d'évoquer. Et le drame moderne, c'est que les droits de l'homme ne peuvent pas faire une politique, et pourtant en Europe, nous rêvons que les droits de l'homme sont notre seule politique. Ça ne peut aboutir qu'à un gouffre, et ça ne peut aboutir qu'à un désastre. Et Marcel Gauchet a cette phrase que je vous cite parce qu'elle est très dure. « Le gouffre du droit qui s'ouvre sous nos pieds peut nous entraîner vers les mêmes abîmes que la fascination de l'histoire nous a entraînés à vivre au cours du terrible XXe siècle. » Je crois que le gouffre du droit est terrible pour nous, il s'ouvre devant nous. Et il y en aurait quelques autres. Vous avez des philosophes et des économistes italiens remarquables qu'on connaît très peu. Mais celui que vous avez cité, Michel Onfray, à travers sa détestation de la religion catholique et du christianisme, à travers son laïcisme ou paganisme revendiqué, en arrive aux mêmes choses. Nous avons jeté des choses qui étaient absolument précieuses et qu'il fallait absolument conserver, et l'individu pur esprit de droit, ben juste il s'asphyxie parce qu'il vit dans un monde qui n'est plus le monde, il est en train de se tuer. Or, si j'ajoute juste un mot qui me sera plus personnel, c'est une comparaison philosophique très parlante, puisque nous sommes en train de nous asphyxier concrètement dans un certain nombre de lieux de la planète, tout simplement parce que le monde de la satisfaction absolue des désirs individuels, eh ben, il aboutit à la destruction des écosystèmes, il aboutit à l'asphyxie physique de la population humaine. Et c'est cette rencontre avec ces limites qui va provoquer le besoin de contrôler ce que nous faisons, ce que nous consommons, ce qui nous arrive, et ça c'est l'origine même des sociétés politiques. Et donc je termine, mais une dernière phrase, tout le parcours de recherche du gouvernement du désir, et effectivement je vais retrouver Michel Onfray, nous sommes partis de l'idée de libération absolue, nous sommes partis de l'idée que nos désirs illimités, le monde pouvait les satisfaire, nous ruinons le monde, nous détruisons nos sociétés, nous sommes tout seuls et très malheureux, et donc nous allons revenir au désir fondamental, qui est le désir politique, et qui est le désir de décider notre destin nous-mêmes. Si on prend le cas de la France, je pense que cette volonté, ce désir absolu de consommer dont vous parlez, c'est le fait, si vous voulez, du pays légal, c'est le fait d'une élite cosmopolite et urbaine, en fait. Mais si on établit la fameuse distinction entre le pays légal et le pays réel, il y a cet ouvrage, La France périphérique en particulier, qui parle de 60% de la population qui vit sur 80% du territoire, donc des villes entre 3 et 5 000 habitants. Et en fait, tous ces gens restent très enracinés, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans une situation de paupérisation extrême, et que leur seule volonté, c'est une volonté de survie. Et ils sont très très loin de ce dont vous parlez, si vous voulez. Et ils ne le souhaitent même pas, vous voyez. Et ils n'ont même plus l'espoir d'y entrer, parce que je crois qu'il y a des éléments nouveaux. Ils ne souhaitent pas forcément. Un des éléments nouveaux depuis la crise de 2007-2008, qui est beaucoup plus profonde, je crois, que ce qu'on a dit, ça a été d'abord la prise de conscience que les élites s'enrichissaient dans une crise qui appauvrissait et qui réduisait certaines parties du monde à la misère, et cette prise de conscience a été violente, notamment aux États-Unis, elle a pesé très très lourd dans la campagne. Mais le deuxième constat, c'est celui que vous venez d'évoquer, c'est qu'on pouvait imaginer pendant une certaine période la croissance portant tous les bateaux et la croissance alimentant les promesses mirifiques de la publicité, que de plus en plus de pans de ce pays réel allaient se convertir au modèle individualiste, libertaire et libéral, et c'est fini, parce que l'espoir d'accéder à ce monde rêvé de la consommation illimitée, il est juste fermé pour la plus grande partie des gens. Et vous avez tout à fait raison, et là c'est un revirement politique qui est quand même violent, parce que ce pays réel se sent trahi, ce pays réel se sent abandonné et délaissé, et quelque part ce pays réel se rend compte qu'on lui a menti pendant 20 ou 30 ans.
Je pense que c'est le grand élément de la crise de l'Union européenne qui est devant nous, parce que la décomposition de l'Union européenne est extraordinairement rapide, j'en avais encore des exemples aujourd'hui, et je pense que la crise de l'Union européenne, c'est largement la crise des promesses déçues, et de ce sentiment très violent de « j'ai été naïf et on m'a pris au piège ». Et je crois que ce sentiment est en train de se répandre dans beaucoup de nations en Europe aujourd'hui. J'ai une question, mais c'est vrai que ce que vous dites me rappelle une conférence à laquelle j'ai assisté qui était organisée par une ancienne présentatrice du 20h qui était très célèbre et qui avait dit, en parlant des oligarques russes des années 90, elle avait dit moralement ils avaient tort, mais puisqu'ils avaient juridiquement raison, dans le sens, voilà, on peut tout se permettre à partir du moment où le droit nous le laisse, on peut tout se permettre, il suffit de changer de droit. Ma question était un petit peu par rapport au délitement de l'Union européenne et par rapport à ce que vous venez de dire, et si on va plus loin dans le raisonnement, est-ce qu'en fait l'ennemi de demain ne sera pas l'Allemagne, entre guillemets ennemi, dans le sens où si jamais il y a une resurgence du collectif et face à la domination économique quand même réelle de l'Allemagne sur la zone euro en particulier, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme qui va naître du fait de ce décalage ? Je pense qu'il ne faut pas attribuer à des questions, je dirais presque, de procédure ou d'équilibre mal conçu des hostilités géopolitiques. Il y a un problème, je crois, en Europe, c'est que normalement, les excédents excessifs faisaient l'objet de mesures de correction aussi bien que les déficits excessifs. Or, dans un cas, les déficits excessifs, on a pratiquement mis sous tutelle par la Commission et par Bruxelles. Dans le cas des déficits excessifs, rien ne se passe. Or, vous savez que dans la construction de l'ordre international d'après-guerre, notamment à la suite des pactes de La Havane, il était prévu de viser l'équilibre commercial et de sanctionner aussi bien les déficits excessifs que les excédents excessifs. Mais je ne pense pas qu'il faut traduire ça en termes d'inimitié ou d'hostilité à l'égard de l'Allemagne. Ça a été mal construit dans l'Union européenne. Il va falloir construire ça d'une autre manière. Que ça se passe tout seul, c'est un autre sujet. Je crois que le grand ennemi, puisque vous avez parlé en termes d'ennemi de l'Europe, il n'est pas extérieur. Le grand ennemi de l'Europe, c'est d'avoir voulu se mettre en congé de l'histoire, de s'être raconté le fait que l'Europe ne se définissait par rien d'autre que par des droits et des valeurs, ce qui fait que n'importe qui au Japon, en Corée du Sud, n'importe qui dans je ne sais combien de régions du monde, peut prétendre être un Européen comme les autres, puisqu'il n'y a aucune définition en substance. C'est le grand problème de l'Europe. L'autre grand problème de l'Europe étant de s'être conçue dans un monde sans ennemis. Enfin, ce que disent les États-Unis et ce que dit Trump, et je suis désolé, mais il a totalement raison, enfin, vous êtes à certains égards, et votre classe moyenne est plus riche que la classe moyenne de beaucoup d'États américains, et pourquoi est-ce qu'on devrait payer tant de milliards pour votre défense ? Vous avez les moyens de payer vous-même votre défense. C'est évident, simplement ça suppose que l'Europe accepte de rentrer dans l'histoire, alors que tout le rêve des fondateurs de l'histoire, c'est on peut faire l'abstraction du politique, de la démocratie et du suffrage universel, parce que l'Europe est sortie de l'histoire. J'ai peur qu'on y rentre avec un peu de bruit et de fracas. Je ne pense pas que ça soit le fait de l'Allemagne, mais on voit bien que, les bruits de guerre sont en train de se renforcer autour de nous. Il se trouve que je rentre du sud de la Méditerranée il y a quelques jours, pas aujourd'hui, il y a 2 jours. Le sud de la Méditerranée et les autorités en charge de police, sécurité, défense, pays africains, savent fort bien qu'il suffit de très peu de choses, après toutes les bêtises qu'on a faites en Libye et les bêtises qui pourraient arriver en Algérie. Je ne vais pas donner des chiffres, mais pour qu'en un an, on se retrouve avec 15-18 millions de réfugiés. Et c'est pas une projection dans 20 ans, c'est quelque chose qui peut se passer dans les 18 mois. Là, on a un vrai sujet, je ne sais pas en parler en termes d'ennemis, je ne sais que répéter une phrase qui ne m'a pas valu que des amis. 5 000, 10 000 personnes qui arrivent sur les côtes européennes, je veux bien que ce soit un problème de droits de l'homme et de respect des réfugiés. 1 million, ça change complètement de nature. 1 million, 5 millions, 10 millions, c'est plus un problème de droits de l'homme, c'est plus un problème individuel, c'est un problème de masse géopolitique en marche, et les solutions ne sont pas des solutions juridiques. Désolé, maître. Non, je suis d'accord avec vous, et c'est là où je pense qu'on a un vrai problème avec l'Allemagne, qui aujourd'hui agit de manière un petit peu la manière Kaiser, je dirais, à la fois en interne mais sur l'Europe, et notamment avec cette partie sur les migrants, ce qui s'est passé en Allemagne. Et je trouve que la domination allemande
d'un point de vue économique, est en train de se transformer en une domination politique qui va obligatoirement arriver à des frictions, je ne dis pas ennemis, mais des frictions. Et notamment si une question comme ça arrive. C'est un des sujets qui ont probablement provoqué le Brexit. Et puis là, je vais m'arrêter là parce qu'on deviendrait vite politique. C'est quand même l'éminente faiblesse des dirigeants français. Enfin, le grand problème, c'est l'éminente faiblesse des dirigeants français sur tous ces sujets-là. Je vais juste raconter une anecdote, mais que je tiens de première source, d'amis à l'Élysée. On a entendu des décisions de Mme Merkel sur le sujet des migrants, et on a entendu le président français dire « Nous en avons conversé, elle m'a appelé, on en a discuté », il n'y a jamais eu d'appel. C'est-à-dire que des décisions ont eu lieu sans que jamais la France soit consultée. Et dans ces cas-là, on ne peut pas venir se plaindre ensuite. Mais on pourrait multiplier les exemples. Parce que pour sortir du sujet de la politique, vous concluez dans votre livre qu'on va passer vers le désir de la politique, mais alors, vous avez cité René Girard, on ne peut pas passer vers l'amour romanesque et pas vers l'amour, et rester dans leur amour romantique conçu par le désir. Je pense que ça va de pair. Je pense que dans l'amour romanesque, mais si vous êtes lectrice de René Girard, vous savez ça, dans l'amour romanesque, il y a du pouvoir. Ce qui fait que ça ne se passe plus sur l'amour-passion, c'est parce qu'il y a du pouvoir qui s'engage. Et il y a une acceptation à abandonner tout pouvoir, ou au contraire, à prendre tout le pouvoir. Et c'est des choses que nos sociétés d'égalité absolue, nos sociétés de contractualisation absolue n'acceptent pas. Il y a un auteur français qui parle de la passion amoureuse, c'est l'enfance retrouvée. C'est l'enfance avec sa naïveté, avec le don absolu de soi, avec aussi le fait de mettre sa vie en jeu sans même y penser. Ça, nos sociétés d'un très grand égoïsme contractuel le refusent absolument. Si on va vers des sociétés où le nous reprend sa place et où le pouvoir reprend sa place, ça, je dis ça pour vous faire plaisir, mais on va peut-être retrouver ce réenchantement du monde qui va avec la passion amoureuse. J'espère encore que ça m'habite. S'il vous plaît. Je vais vous demander sur le retour du nous et finalement ses conséquences, je dirais politiques, parce que le retour au collectif, pour vous, c'est d'une certaine manière assez positif. En fait. Oui. Mais dans un contexte comme par exemple la France ou d'autres pays européens, on a des sociétés très multiculturelles, le retour du nous ne pourrait pas signifier le retour à un collectif sous des critères ethniques. Ça, c'est une grande question du moment, c'est une question violente. C'est clair que la France blanche et chrétienne du général de Gaulle, ça a valu des malheurs à quelques-unes ou à quelques-uns de l'avoir citée, elle n'est pas devant nous à brève échéance. La réponse que l'on peut vous faire, je pense qu'elle tient en plusieurs points, mais on a vraiment abaissé le niveau d'exigence sur la citoyenneté française au point que pratiquement ça ne veut plus rien dire. C'est Jean-Pierre Chevènement qui le cite très souvent. Les déclarations des droits de l'homme à l'origine, c'est les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. L'individu ne se conçoit pas en dehors de la société. C'est Confucius. Confucius, c'est qu'il faut d'abord faire vivre la société, parce que de toute façon, si la société va mal, si la communauté ne va pas bien, l'individu dépérit. C'est quand même le propre de toute communauté ou de toute société confrontée à la guerre, confrontée à l'invasion, confrontée au risque vital. Si on n'est pas ensemble capable de s'aider et capable de se battre ensemble, ce n'est pas les individus qui s'en sortent. Dans les situations de crise, si j'ai un seul conseil à vous donner, d'ailleurs je le dis très sérieusement, ça va arriver en France, si j'ai un seul conseil à vous donner, si ça va mal et si on aborde des situations qui ne sont pas des situations de paix civile et de concorde civile, ce n'est pas le fait de se réfugier au bout du monde qui compte, c'est d'avoir des amis autour et de bien connaître ses voisins. C'est ça qui fait qu'on survit dans des situations de guerre civile. Expérience connue dans différents pays africains. Vous survivez parce que vous pouvez compter sur les gens qui sont à côté de vous et parce que vous faites corps. On a énormément abaissé les exigences, il va falloir les reprendre. Le deuxième point, c'est quand même qu'on a complètement voulu occulter une dimension essentielle de la citoyenneté et de la culture. Je ne pense pas que ce sont des héritages sur lesquels on puisse dormir, je pense que ce sont des exigences vers lesquelles il faut tendre à s'élever. Et il n'y a absolument aucune exigence pour soyons dignes de ce qu'est la France, de ce qu'est la culture française et de ce qu'est une exigence française. Et ça, c'est probablement des choses qu'il va falloir retrouver. Puis le dernier point, je l'ai dit, mais parce que je vais m'arrêter là, c'est naturellement les frontières. Et c'est naturellement la définition qu'à l'intérieur des frontières, il y a des modes de vie, il y a des traditions, et elles s'imposent. Et si vous les passez, avec un respect total. Il n'y a pas de question de supériorité ou d'infériorité. L'autre n'est pas inférieur, mais juste l'autre, il est différent, il n'est pas appelé à devenir le même. Et ça, c'est la question fondamentale de l'altérité, puisqu'il y a des philosophes ou des lectrices, je vais les renvoyer à Lévinas.
Lévinas a écrit des choses fondamentales là-dessus. L'autre m'aide à mieux sentir qui je suis, justement parce qu'il n'est pas destiné à devenir le même. Je crois que l'une des catastrophes de la modernité, c'est aussi la théorie du genre, c'est les hommes sont des femmes comme les autres, les femmes sont des hommes comme les autres. C'est la théorie selon laquelle il n'existe que des individus de droit partout sur la planète, donc il n'y a plus d'autres. S'il y a que des individus de droit, on est tous exactement pareils ici dans cette salle. Je pense que l'intérêt de la vie, la saveur du monde, c'est qu'il y a des autres. C'est passionnant de les rencontrer, c'est passionnant de les découvrir. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez leur ouvrir leur foyer et faire votre vie avec eux. Et il va falloir retrouver cette altérité-là. Ça, en Europe, ça ne va pas être simple, mais enfin, c'est un mouvement qui est parti dans d'autres régions du monde, et c'est évidemment un mouvement qui est parti dans l'ère civilisationnelle russe et orthodoxe. Oui, non. Oui. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Bien volontiers. Mais encore une fois, absolument désolé de ce retard. J'espère néanmoins qu'on a pu partager un certain nombre de choses. Peut-être que je vous ai donné envie de lire Le gouvernement du désir. Merci en tout cas, et puis sur. 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 Merci.